Et ce soir, nous allons analyser ce conflit d'un point de vue historique et d'un point de vue philosophique aussi, avec nos deux invités. En direct de Kiev, le philosophe ukrainien Konstantin Sigov est avec nous ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Et avec nous également en Bonsoir. plateau, l'historien Antoine Arjakovski. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Donc, vous correspondez d'ailleurs tous les deux. Konstantin Sigov, vous avez écrit une lettre au mois de mars, lettre de Kiev, on va la voir publiée aux éditions du Cerf. Et Antoine Arjakovski, vous lui répondez également dans Lettres de Paris sur le site internet d'Est Russie. Avant d'entrer dans le détail de votre correspondance qu'on a lue soigneusement, d'abord une question sur la situation actuelle des bombardements. Bombardements aujourd'hui à Lviv qui est situé à l'ouest du pays, alors que les Russes sont censés se concentrer sur l'est. Konstantin Sigov, pourquoi, à votre avis, ces bombardements aujourd'hui à Lviv? Écoutez, la Russie continue sa politique de terreur avec les bombardements sur Kiev et aujourd'hui sur Lviv. On dit parfois que c'est une vengeance après, n'est-ce pas, la fin du croisière Moskva. Mais je souligne aussi que ce sont les civils qui souffrent aujourd'hui à Lviv et à travers toute l'Ukraine, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, alors que ce n'est pas les personnes civiles qui sont attaquées en Russie. Donc il y a une asymétrie très importante qu'il faut toujours être conscient. Et je crois que nous devons stopper cette agression parce qu'il s'agit vraiment d'un crime d'agression au sens juridique du terme. Antoine Arjakovski, vous avez la même analyse sur ces bombardements à l'ouest du pays aujourd'hui? Oui, j'ai la même analyse que Constantin. Le but, c'est de terroriser. Le but, c'est de viser des civils. D'avoir le sentiment d'être partout en insécurité? D'être partout en insécurité. Constantin a mentionné le crime d'agression. On ne parle pas souvent de ce terme de crime d'agression. Mais pour un juriste contemporain qui s'appelle Philippe Sands dit il y a différentes catégories de crimes. Il y a le crime contre l'humanité, les crimes de guerre, les génocides, et puis il y a les crimes d'agression. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Et le crime d'agression, ça permet d'arrêter celui qui décide l'agression. En l'occurrence, le président Poutine. Donc là, il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Le génocide, c'est la conséquence d'un crime d'agression. Aujourd'hui, le maire de Lviv a dit que c'était un génocide qui avait lieu sous nos yeux. On reviendra sur ce terme de génocide un peu plus tard, si vous le voulez bien. Il y a une phrase de votre lettre, Konstantin Sigov, sur laquelle je voudrais qu'on revienne. On va la voir d'ailleurs s'afficher, cette phrase. C'est une phrase que vous reprenez dans la vôtre, Antoine Arjakovski. L'Ukraine est aujourd'hui l'avant-poste d'une lutte planétaire. C'est ce que vous écrivez. Que voulez-vous dire? De quelle lutte planétaire est-ce que vous voulez parler? Écoutez, d'abord, effectivement, oser dire la vérité, c'est-à-dire nous résistons aux mensonges systématiques du Kremlin. Et mensonges accompagnent une violence sans précédent d'une guerre en Europe qui n'a jamais eu lieu depuis 1945. Dans la lettre de Paris, Antoine Arjakovski permet mieux justement de comprendre que cette mixte de la violence et des mensonges est absolument insupportable et on ne peut plus fermer nos yeux à cela. Je crois que c'est la clé indispensable pour accéder à l'espace réel du débat historique en Europe aujourd'hui. Et donc, je crois que Antoine Arjakovski aide à comprendre aussi le sens de ma lettre de Kiev. Il est très important de ne pas se tromper des portes et de ne pas mettre une rhétorique fausse et vieille à la place du réel débat. Donc notre vie dépend, la vie des hommes et des femmes. Mais quand vous parlez de lutte planétaire, qu'est-ce que ça veut dire là? Une lutte planétaire, pourquoi? Écoutez, pour nous, c'est une lutte pour la liberté, la nôtre et la vôtre.
pour notre droit de vivre. Pour l'agresseur, c'est une lutte contre le droit international, contre l'ombre du tribunal international et donc contre la traduction en justice des criminels qui ont déjà commis des crimes contre l'humanité. Et pour se défendre, pour ne pas apparaître devant ce tribunal, Poutine risque de casser pas seulement notre pays, mais aussi casser l'Europe, voire casser la planète. Et dans ce sens-là, nous sommes dans un conflit international. Antonin Arjakovski, on n'a pas conscience de ce qui se joue en Ukraine, c'est ça en fait? On n'a pas conscience d'une chose que dénonce très bien Konstantin Sigov, à savoir qu'il y a un lien de cause à effet entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le fait que Vladimir Poutine bâillonne toute liberté d'expression et va jusqu'à interdire l'ONG au mois de décembre dernier, Mémorial. C'est une ONG qui documentait les crimes du stalinisme. Et donc on se dit, bah voilà, il a fait ça sur le plan intérieur et il envahit l'Ukraine sur un plan extérieur. Et Constantin dit, c'est le même combat, c'est une lutte contre la vérité qui vient d'Ukraine. C'est pour ça qu'il dit que l'Ukraine est aux avant-postes du combat qui se passe dans l'humanité. Ce combat, c'est lequel? C'est celui de dire la vérité sur les crimes du communisme. Nous, en 89, bon voilà, il y a eu la chute du mur de Berlin. Ensuite, 91, la fin de l'URSS, on s'est dit, c'est terminé. Alors qu'en réalité, le communisme, c'est 100 millions de morts au XXe siècle. 100 millions de morts au XXe siècle, la seule famine. Donc c'est du négationnisme, Poutine, sur les crimes staliniens? Absolument. Et potentiellement du négationnisme de ce qui se passe actuellement. C'est ce parallèle que vous Absolument. faites. Il a justifié son invasion le 24 février, l'extension de l'invasion en Ukraine, en disant que, vous, les Ukrainiens, vous dites la vérité, vous enlevez les statues de Lénine, eh bien, si c'est comme ça, on va vous envahir. C'est ça la conséquence. Donc ça veut bien dire qu'il a été directement touché par le fait que, effectivement, depuis 2014, en Ukraine, on a accès aux archives du KGB. On a accès aux archives qui disent l'horreur du Golodomor, cette grande famine qui a fait au moins 5 millions de morts et qui n'a jamais été jugé, qui n'a jamais été condamné. Et un crime qui n'est pas jugé, c'est un crime qui est justifié. Et un crime qui est justifié, c'est un crime qui se répète. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens, Zelensky et les autres nous disent « Attention, on est en train d'assister à une répétition du Golodomor. » Et donc là, ce que vous dites, c'est ça, c'est qu'en fait, il est en train de répéter des crimes qui ont été commis par Staline et par d'autres, parce qu'ils n'ont pas été jugés. Et il pense que son sort sera finalement le même d'une certaine façon et qu'il ne sera jamais jugé. Exact, c'est ça? Exact. Et tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle il faut, dès maintenant, oser certains termes, dont le terme de génocide. Parce qu'en osant utiliser certains termes, comme le fait Zelensky, comme le fait Biden, et comme n'ose pas le faire le président Macron, et je le regrette beaucoup, on s'interdit plusieurs choses. D'abord, on s'interdit d'être ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine. Poutine n'entend que le langage de la fermeté. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. En étant ferme, on est capable de lui dire on n'a pas peur de toi, on n'est pas dans le double langage, on n'est pas tétanisé. Ça, c'est un point très important. Parce que c'est ça qu'entend le langage mafieux. L'autre avantage de dire la vérité, eh bien, c'est déjà de documenter les crimes du génocide dès maintenant et de ne pas attendre qu'il soit caché, qu'il soit mis sous la table, comme déjà Vladimir Poutine le fait. Et non seulement il le fait, mais aujourd'hui, et c'est terrible, et ça va dans le sens de ce qu'ont dit Constantin et moi, aujourd'hui, le fait qu'il ait décoré la 64e brigade d'héroïsme. C'est cette brigade qui est intervenue à Boutcha. La brigade qui est intervenue à Boutcha et qui a horrifié le monde entier, aujourd'hui a été décorée par Poutine en disant voilà, ce sont des comportements héroïques et exemplaires. Donc ça veut dire que là, on est vraiment dans une politique réelle de génocide. Alors, je vous coupe, pardon, parce que vous savez que ce terme de génocide fait débat quand même en France, et vous nous direz ce que vous en pensez, Constantin. Certains juristes aussi disent qu'il faut être prudent sur l'utilisation de ce terme, qu'il y a des différences à faire entre crimes de guerre, massacre, génocide. Constantin Sigov, pour vous, est-ce que l'intention
génocidaire est réel aujourd'hui en Ukraine? Écoutez, regardons les faits, n'est-ce pas? Restons plus près des faits. Le meurtre par balle des populations, des enfants, des vieillards, le viol des femmes et des enfants, ces crimes contre l'humanité, des Boutcha à Mariupol, ont eu leurs prémices. L'obsession avec laquelle Poutine a justifié les crimes de Staline signifiait qu'on allait littéralement remettre en œuvre les pratiques des terreurs staliniens. Et ceux qui avaient bien compris chez nous, ceux qui, dès 2014, avaient souffert dans le sous-sol en Crimée et à Donetsk, qui avaient été soumis aux tortures et à la terreur. Et donc, en Occident, il était rare qu'on ait une idée claire là-dessus. À titre d'exemple, j'évoquerai donc la résolution du Parlement européen en date du 19 septembre 2019. Antoine le cite dans sa lettre de Paris. Et c'est un document capital qui était perçu comme provocation à Kremlin. C'est-à-dire que j'ai lu ce document à Kiev. Aussitôt après sa publication, il m'a profondément étonné et alarmé. Étonné pourquoi? Par la condamnation claire qui portait du communisme contre du nazisme et par le fait qu'il n'appliquait pas cette vérité au régime de Poutine. Ce qui m'a alarmé, en revanche, c'est que cette résolution serait prise beaucoup plus au sérieux à Kremlin que dans les gouvernements à Paris, à Bruxelles, à Berlin et dans d'autres capitales de l'Union européenne. Je crains que dans les capitales en Occident, cette résolution risquait de disparaître avec bien d'autres. Or, à Moscou, on la prenait comme une déclaration de guerre, d'une guerre avec la mémoire soviétique, qui cherchait de façon plus agressif à avoir le monopole sur le plan officiel. Vous vous souvenez que la musique de l'hymne soviétique était de nouveau chantée partout officiellement. Et 3 semaines après l'adoption de cette résolution, je suis venu à Paris, au séminaire organisé par Antoine, et au centre de l'exposé que j'ai fait, j'ai placé une analyse de cette résolution. C'était 11 novembre, et au cours des discussions, j'ai compris que même les excellents experts de plusieurs pays européens n'avaient pas accordé une attention particulière à ces cas qui étaient casus belli, en fait. Et c'est dommage. Antoine Arjakovski. Voilà, c'est un problème qui nous concerne directement, cette question. C'est que le communisme n'a pas été jugé au même niveau que le fascisme. Le nazisme, il y a eu le tribunal de Nuremberg. Le communisme, il n'y a pas eu de tribunal de Nuremberg. Et aujourd'hui, parce qu'il n'a pas été jugé, il se répète. Pour répondre à votre question sur le génocide, ce qui définit un génocide, c'est l'intention de détruire un groupe entier qui soit national, religieux, etc. L'intention, elle est là. Vladimir Poutine, encore dans son discours du 24 février, veut mettre une croix sur l'Ukraine comme pays indépendant. Dimitri Medvedev, je le cite parce que c'est un texte absolument affreux, l'ancien président de Russie qui fait partie du Conseil de sécurité de Russie. Donc c'est pas n'importe qui. C'est un des plus proches collaborateurs de Poutine, un des plus hauts dignitaires de l'État russe. Voilà ce qu'il dit. L'ukrainisme est un mensonge, un phénomène jamais produit dans l'histoire et maintenant il n'existe plus. Il faut changer la conscience sanglante et construire une Eurasie de Lisbonne à Vladivostok. Ça veut dire, et il est repris par des propagandistes sur des chaînes d'État russes, comme il n'y a pas de liberté d'expression. Ces chaînes d'État ont la même propagande que lors du génocide rwandais, la radio des 1000 collines, qui pendant des semaines expliquait que les Ukrainiens n'existaient pas, que c'était la radio 1000 collines que les Tutsis n'existaient pas, qu'on devait les écraser comme des insectes. C'est la même chose aujourd'hui avec la télévision si je comprends bien, russe et pour être le chef de peut-être l'État. Un peu plus précise, on serait dans un cadre de pré-génocide. On est dans un d'une certaine façon. On est dans un cas de génocide déjà aujourd'hui. Génocide se prépare. On n'est pas obligé d'attendre dans 10 ans une résolution de je ne sais quelle commission du tribunal pénal international. On est tout à fait habilité de dire les mots
pour dire une réalité, une volonté intentionnelle d'éliminer une nation entière qui se produit sous nos yeux. On voit ce qui se passe à Boutcha, à Mariupol et ailleurs. Et donc, en nommant les choses, eh bien, on peut trouver déjà une contre-attaque, on peut déjà aussi se remettre en question par rapport à notre amnésie et par rapport à notre diplomatie. Et par rapport à notre manière d'agir. Et par rapport à notre manière d'agir, absolument. Effectivement. Constantin Sigoff, sur notre manière d'agir, je fais un lien avec cette phrase que vous écrivez dans votre lettre. La grille de lecture de Poutine, c'est l'Union soviétique de jadis. La recréer est son ambition. Tout ce qu'on écrit d'autre sur lui est littérature. Quand on entend cela, du coup, forcément, nous, on se dit que finalement, négocier avec Vladimir Poutine, ça n'a pas de sens, que ça ne sert à rien. Absolument. Si vous voulez, la lettre de Kiev dit clairement combien est dangereuse une politique naïve et inconséquente. Si la résolution européenne a prononcé noir sur blanc un verdict de culpabilité, il faut tout faire pour passer des paroles aux actes et être prêt à voir l'adversaire prendre ce défi au sérieux et donc avoir le courage de lui répondre. La lettre de Paris d'Antoine Arjakovski approfondit l'autocritique de la démocratie occidentale, comme le montre la dernière partie sur la nécessité d'une collaboration le plus étroite entre Paris et Kiev, entre l'Occident et l'Orient d'Europe. De deux extrémités de l'Europe, la cloche résonne et ceux qui ont les oreilles l'attendent. C'est ça, je crois, est très important. Nous avons essayé déjà d'attirer l'attention. Par exemple, après notre séminaire, la Tribune de Ouest-France a publié justement signal d'alarme pour attirer l'attention, pour avertir, pour traduire l'expertise des gens vraiment avisés, pour que vraiment ça devienne soft power de la culture européenne. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très urgent de prendre au sérieux nos recommandations publiques. Antoine. Oui, on a fait une commission avec Constantin Sigoff, Vérité, Justice et Réconciliation entre la Russie et l'Ukraine, qui a abouti à un certain nombre de propositions. Et ces propositions qui avaient été publiées en 2019, les politiques ne s'en sont pas saisis. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que c'est dommage parce qu'il n'y aurait pas ce qui se produit sous nos yeux aujourd'hui. Et donc, ce que nous disons, c'est que la diplomatie à l'ancienne, qui était encore celle d'il y a quelques semaines de la France et de l'Union européenne, qui est une diplomatie des rapports de force, court-termiste, ne donne pas de résultats. C'est une diplomatie qui ne veut pas entendre parler de la morale, de l'éthique, etc. Nous disons, sans l'éthique, on est mort. Il faut, intégrer la société civile dans la diplomatie de tous les pays d'Europe, et 2, intégrer les questions d'éthique. Ça veut dire, s'il y a des sanctions après l'annexion de la Crimée, il faut les appliquer. Or, on constate aujourd'hui qu'il y a des grandes entreprises comme Total ou Renault qui ne les ont pas appliquées et qui se trouvent aujourd'hui bien embêtées. C'est des milliards qui sont perdus. Et aujourd'hui, c'est des massacres qui ont lieu aujourd'hui en Ukraine. Donc, vraiment, le dialogue qu'on a, celui d'un philosophe, celui d'un historien, par-delà les frontières, c'est de dire, ouvrez les yeux pour essayer de construire une diplomatie plus efficace. La diplomatie européenne, c'était hier, sur l'Afghanistan, on peut discuter avec les Russes, peut-être sur le climat, éventuellement sur Daesh. Mais là, la diplomatie européenne, essentiellement, ce sont des sanctions contre la Russie. Oui, là, récemment. Oui. C'est récemment. Mais il y a encore quelques semaines, l'année dernière, l'Union européenne a adopté le principe, a confirmé le principe de diplomatie sélective. Ça veut dire, un jour, on sourit à Vladimir Poutine, l'autre jour, on lui dit « Ah, c'est pas bien d'envoyer des troupes dans le Mali ». Mais ça, c'est ridicule. Une vraie diplomatie, c'est une diplomatie interrelationnelle qui peut pas dire un jour... Avec une cohérence globale. Avec une cohérence globale, bien sûr. Justement, je voudrais qu'on écoute le président de la République, Emmanuel Macron, qui était l'invité de C'est à vous tout à l'heure sur France 5. Vous le disiez, il refuse d'employer le terme de génocide. Tout à l'heure, il revenait sur cette notion de ligne rouge concernant l'utilisation probable d'armes chimiques. Écoutez. Aujourd'hui, dire il y a une ligne rouge, c'est à la seconde même dire comment agir et où. Ça suppose de savoir quelles sont les cibles et de savoir les conséquences de devenir à cette seconde un co-belligérant, c'est-à-dire de rentrer en guerre avec la Russie. Rentrer en guerre avec la Russie, c'est rentrer en guerre avec une puissance dotée de l'arme nucléaire
qui est à nos portes. Ça se jauge, ça se mesure, et c'est une responsabilité que vous ne prenez pas comme ça. Constantin, vous venez d'écouter Emmanuel Macron. On ne prend pas comme ça la responsabilité d'entrer en guerre contre la Russie. C'est ce que dit Emmanuel Macron ce soir. Comment vous réagissez à ces propos? Écoutez, nous affirmons que le temps est venu pour la communauté européenne d'assumer les nouvelles responsabilités pour l'avenir de l'Europe de l'Est, pour la paix à ses frontières, là où se décide maintenant le destin de tout le monde européen. C'était publié par Jean-Emmanuel Hutin en Ouest-France et nous tenons de dire que c'est vraiment le destin de tout notre continent qui se décide maintenant dans la bataille à Donbass, dans cette guerre européenne. Et il ne faut pas avoir d'illusion que quelqu'un peut rester neutre. Il n'y a plus de neutralité puisque précisément tout le comportement de l'Union européenne, toutes ces résolutions qui jugent... Non mais là, l'Union européenne n'est pas neutre. L'Union européenne n'est pas neutre. Oui, mais quand on dit on n'est pas co-belligérant, ça veut dire que ce n'est pas notre guerre. Alors qu'en fait, c'est perçu par le Kremlin, par Poutine, comme une guerre contre l'Europe. Pour casser l'Europe, il faut regarder en face ce danger, cette prétention et cette force meurtrière. Pour répondre, pour résister à cela, à la fois de façon solidaire, conséquente et ferme. Antoine, merci Constantin. Oui, nous sommes co-belligérants. Nous sommes co-belligérants. Nous sanctionnons la Russie comme jamais la Russie n'a été sanctionnée. Nous isolons la Russie comme jamais la Russie n'a été isolée. Nous soutenons l'Ukraine comme jamais nous avons soutenu l'Ukraine. Et on va dire qu'on n'est pas co-belligérants. Pour Poutine, nous sommes co-belligérants, bien sûr. Alors pourquoi on n'y va pas? Alors, si on considère que Poutine pense qu'on est co-belligérants. Alors, donc, premièrement, comprendre que nous sommes co-belligérants. Deuxièmement, être co-belligérant, l'assumer, l'admettre, ça nous donne une force. 2, on n'est pas obligé, en étant co-belligérant, d'être naïf. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les guerres ne sont pas forcément toujours des guerres soldats contre soldats. Il y a des guerres de l'information, il y a des guerres économiques, etc. Et donc, on a le droit d'être intelligent à l'époque de la guerre hybride. Et donc, ça ne signifie pas nécessairement envoyer des soldats à Mariupol. Ça nous donnerait une force, c'est ce que vous dites, d'être co-belligérant, mais manifestement, pour Emmanuel Macron, ce n'est pas le cas. Ce ne serait pas une force, au contraire. On est plutôt frileux. Donc... On est frileux. C'est ça, oui, mais le problème. pourquoi? C'est qu'il y a bien des raisons. C'est pas... on est frileux parce qu'on n'assume pas le fait qu'il y a une réalité terrible en Europe et à laquelle il faut réellement se confronter. Pourquoi on voudrait se voiler la face? Par faiblesse éthique. Vous voyez, on n'ose pas dire à Vladimir Poutine, qui est une puissance nucléaire... Parce qu'on pense qu'on peut encore sauver quelque chose? Parce qu'on pense que, encore une fois, on pense que cette guerre peut être localisée, voilà, alors qu'elle est déjà mondiale. On sait que, par exemple, le fait qu'il n'y aura pas de blé ukrainien va toucher la moitié de l'Afrique. Voilà. Donc c'est absurde d'imaginer que c'est un conflit local, alors que c'est déjà sur cette guerre localisée. Ça sera ma dernière question. Désolée, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Constantin, vous reprenez une phrase de Churchill à Chamberlain en 1938. À cette époque, avec les accords de Munich, le président du Conseil français et le Premier ministre anglais Chamberlain pensaient avoir sauvé la paix en sacrifiant la Tchécoslovaquie à Hitler. Cette phrase, on va la voir s'afficher, phrase de Churchill à Chamberlain. Vous avez eu à choisir entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Aujourd'hui, je vous pose la question à tous les deux, vous considérez qu'on est dans une situation similaire? Vous parlez de conflit localisé, on peut s'imaginer que l'Europe pense... on pourrait sacrifier le Donbass en espérant la paix? C'est ça la logique? Constantin. Écoutez, je crois que quand on dit l'honneur, on dit aussi le courage. C'est le moment du courage pour la France, pour l'Europe, aller au-delà de sa peur quasi naturelle et de comprendre que peut-être par cet courage solidaire, c'est le trésor de l'éthique européenne, de la vie européenne, de l'histoire européenne qui peut être sauvé, qui peut être réveillé. Et d'autres forces peuvent à ce moment-là revenir, être présents beaucoup plus.
et donc d'une certaine manière sauver la société qui est aujourd'hui si divisée, mais au contraire, dans cette résistance, votre société peut devenir beaucoup plus solidaire, unie autour des valeurs vraiment qui font le socle de notre civilisation et qui sont légèrement oubliées, enfuies. Donc, je crois que c'est le moment de choisir l'essentiel qui nous unit. Merci Constantin. Antoine. Constantin, dans sa lettre, dit une phrase magnifique. Il dit l'espace de notre intégrité morale et l'espace politique de l'Ukraine. Ça veut dire notre identité nationale, elle est nécessairement celle de l'intégrité. On défend les principes de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la justice. C'est ça qu'on défend. Et c'est un combat européen. Donc nous, on a beaucoup à recevoir de la part des intellectuels ukrainiens. Ils nous apprennent beaucoup. Ils nous apprennent aussi à retrouver quelque chose qui est au cœur de notre histoire, mais que nous avons oublié malheureusement. C'est une phrase, puisque vous avez cité Churchill, moi j'aime citer cette phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire il faut faire preuve de cette vertu de courage et pas simplement d'honneur, comme le dit Constantin, pour eh bien, construire une diplomatie réaliste, réellement réaliste, et la paix en Europe. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Antoine Arjakovski. Merci beaucoup également Constantin Sigov d'avoir été avec nous ce soir en direct de Kiev. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. Merci.